Le Jharkhand est un nouvel État indien créé en novembre 2000 pour satisfaire les revendications autonomistes des Adivasis, les habitants originels de l'Inde. Il se divise en communautés ethniques bien distinctes, chacune avec des codes sociaux, moraux et religieux. Chez les Kurmis, c'est le moment du festival Sorai. C'est un des rituels les plus importants qui célèbre le temps des moissons. Cette fête est organisée chaque année pour remercier le bétail de son aide précieuse dans les récoltes. C'est aussi le moment choisi pour réparer les maisons. Ce sont exclusivement les femmes mariées qui préparent les murs et qui vont les repeindre. Ce festival dure entre 2 et 3 jours. Le premier jour, les ancêtres et les esprits sacrés sont vénérés. Les murs sont nettoyés, réparés et enduits à nouveau de boue. Les fresques sont ensuite réalisées. Les motifs symbolisent principalement la fertilité et l'abondance. Chaque couleur provient d'un pigment d'origine naturelle. Le rouge, obtenu à partir d'ocre, représente le sang des ancêtres, tandis que le noir, provenant de la manganèse, est dédié à la déesse mère. Le blanc représente la nourriture. Il est obtenu en pilant le riz récolté l'année précédente et mélangé à du lait. Cette pâte peut être utilisée pour tracer des motifs au sol où l'on souhaite la bienvenue au bétail. Ce festival, en rendant hommage au troupeau, montre le lien étroit qui existe entre le fermier et ses bêtes. C'est grâce au bétail que la terre a pu être labourée et que le riz a été moissonné. Dans la tradition Kurmi, apposer la paume de la main sur le mur de sa maison éloigne les mauvais esprits et apporte prospérité. Bien qu'assimilés au système des castes hindous, les Kurmis revendiquent depuis des années leur appartenance aux tribus du Jharkhand. Privés d'une partie de leurs droits constitutionnels, ils continuent pourtant de célébrer leurs croyances animistes et totémiques. Le deuxième jour, les bœufs sont vénérés. Leurs cornes sont décorées de couleurs vives. Le troisième jour, enfin, c'est la cérémonie du Kunta. Un morceau de cuir est agité devant l'animal. Le bœuf, en colère, se précipite sur le porteur de cuir. Cet ensemble est répété à 3 reprises. La cérémonie terminée, les bœufs seront alors relâchés et reconduits à l'étable. Mais ces traditions ancestrales se voient peu à peu négligées et délaissées. Whereas a mud house is always falling down and needing repair. So this process of painting is the result of repairing the house every year and then making the motif during the repair. So it is a decoration of the house of the Mother Goddess during the repair of the house. So if there is no repair, there is no decoration. This tradition is integral to the building and rebuilding of the house. So the concrete houses are in great danger of destroying this traditional mud painting technology, which has meant not only the building of the houses, but the keeping alive of a culture which creates these houses. Because these houses have got timbered rafters,
They have got fired tiles. They are put together with the bamboo strips on which the tiles are kept. So you have to have the bamboo, you have to have the timber, you have to have the pottery, and you have to have people who can work with earth, people who are great earth builders. Whole complex disappears. Les Munda participent très peu à Soraï. La majorité d'entre eux est désormais catholique. L'église trône au centre du village et la messe a lieu tous les jours à 6 heures, avant que les hommes ne partent au champ. Les missionnaires arrivèrent au Jharkhand en 1845. Au départ peu enclins à se convertir, les épidémies successives poussèrent bon nombre d'Adivasis à changer de foi. En effet, le seul moyen de bénéficier des soins donnés par les prêtres était d'être chrétien. En échange de l'abandon des cultes tribaux, les Munda eurent aussi accès à l'enseignement catholique. Cette émancipation intellectuelle eut pour conséquence de générer une résistance vis-à-vis du colonisateur britannique, en créant peu à peu une élite politique. Les Munda furent convertis en grand nombre sans réellement adhérer au catholicisme. C'est pour cela que dans un village peuvent cohabiter plusieurs croyances. Il n'est donc pas rare de voir encore quelques signes animistes non loin d'une église. L'architecture des maisons reste typiquement traditionnelle. Elles sont souvent à double toit pour permettre une meilleure circulation de l'air et il n'y a quasiment aucune fenêtre pour garder la fraîcheur lors des saisons sèches. La maison s'organise en deux parties. D'un côté, l'étable pour les bêtes la nuit. Il n'est pas rare qu'une chambre y soit attenante lorsque la famille s'agrandit. De l'autre côté, la pièce principale, avec une chambre parentale et la cuisine. Sur le feu, de la bière de riz, appelée Andia. Elle est servie à tous les moments principaux de la vie, comme la célébration d'une naissance ou d'un mariage. Les Munda pratiquent toujours la culture du lac, aujourd'hui en pleine expansion. Le lac est une sorte de gomme sécrétée par une cochenille asiatique. Cette dernière se fixe aux branches des arbres grâce à la résine qu'elle produit. Les branches infectées sont coupées. Le lac est soigneusement trié, puis revendu sur les marchés alentours. Il peut être utilisé comme cire naturelle dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique. On l'utilise aussi dans la confection des bracelets si chers aux Indiennes. Mais le lac peut aussi servir à la réalisation d'objets en bronze. Chez les Malars, la pratique du dokra se transmet de génération en génération. Cet art ancien de fabrication de bronze est vieux de plus de 4000 ans. Il utilise la technique du moulage à la cire. La première étape de ce processus consiste à fabriquer une base en terre pour représenter la forme initiale. Cette base est recouverte d'une couche de cire, composée de laque et d'huile de kusum. La cire est façonnée et sculptée de manière à représenter tous les détails d'ornement voulus. Elle est ensuite recouverte d'une nouvelle couche de terre. Cette dernière prend la forme de la cire et devient un moule pour le métal qui sera versé à l'intérieur par un conduit. Une période de séchage de 2 à 3 semaines s'ensuit.
Le bronze provient souvent d'objets usagés, récupérés ici et là. Au-dessus du canal d'écoulement vient se fixer un cône, dans lequel est enfermé un bout de métal. Une nouvelle période de séchage de plusieurs jours est alors nécessaire. Le réservoir contenant le métal est directement placé dans le feu. Il brûle ainsi pendant plus d'1 heure. Lorsque le métal a fondu, le moule est retourné délicatement pour que le bronze puisse se déverser. C'est au tour du métal en fusion de prendre la place de la cire. Une fois le métal durci, il ne reste plus qu'à briser le moule. Le dokra apparaît enfin. Le petit village de Diawadi fourmille déjà d'activités dès les premières lueurs de l'aube. Cette petite communauté appartient au plus grand groupe adivasi, les Santals. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre eux ont conservé un mode de vie très traditionnel. La plupart des villages Santals n'ont pas d'eau courante et parfois un accès très limité à l'électricité, quelques heures par jour tout au plus. Si les conditions de vie semblent précaires, il n'en est en fait rien. Les Santals, comme la plupart des Adivasi, vivent en osmose avec la nature. Ils trouvent en elle tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir, s'habiller, se soigner et se loger. Les cycles naturels régulent leur vie paisible et tranquille. Ce sont principalement des chasseurs et des cultivateurs. Le riz et les graines de moutarde constituent les semences de base de leur alimentation. Et pour compléter leurs revenus, les femmes s'emploient au tressage de balais en osier revendus le long des routes. La maison s'organise autour d'une petite cour. Elle ne possède qu'une entrée et n'a aucune fenêtre. Toutes les pièces donnent sur le patio. La plupart du temps, la nourriture est cuite à l'extérieur. De nombreuses sculptures ornent les portes. Les Santals sont animistes. Ils suivent encore la religion Sarna, malgré la conversion d'un grand nombre d'entre eux au catholicisme. Ainsi, ils croient en un esprit en chaque chose, animaux, végétaux, minéraux. Les rituels fondamentaux sont connectés aux principaux cycles de la vie agraire.
Chaque village santal est dirigé par un chef héréditaire et un conseil d'anciens, le panchayat. Le pargana, le regroupement d'une dizaine de villages, constitue une forme d'administration juridique. Lorsque les règles ne sont pas respectées, le châtiment le plus sévère est une exclusion sociale, de façon permanente ou temporaire, appelée le bitlaha. Pourtant, toute cette organisation sociale est désormais remise en cause. L'industrialisation incessante de l'État oblige le déplacement de nombreuses personnes. Des villages sont rasés. Les innombrables mines qui exploitent les minerais du Jharkhand exploitent aussi les Adivasis et bouleversent leur environnement et leur culture. À Pareige, ces santals n'ont pas eu beaucoup de choix. Les maisons ne sont plus réparées, les peintures ne sont plus exécutées, les rituels sont abandonnés. Ils ne cultivent plus parce que plus rien ne pousse aux alentours. La mine qui exploite le charbon en sous-sol a tout détruit. Alors pour survivre, ils sont devenus des mineurs illégaux. The people are not poor. Adivasis have never been poor. They are self-sufficient. They have been dispossessed. When their land is taken away, when their forest is destroyed, they become not poor, they become much more than poor. Tôt le matin, des femmes et des enfants vont chercher le précieux minerai dans la mine, juste aux abords du village. Avant 8 heures, avant que les mineurs légaux n'arrivent, la collecte est terminée. C'est au tour des coqueurs d'entrer en action. En petits tas, ils font cuire le charbon pendant au moins 20 heures. Débarrassés de toutes ces matières volatiles, ils se transforment en coque. La cuisson terminée, il est empaqueté et chargé sur des vélos par les coal pullers qui iront vendre leur cargaison le long des routes. Les poussières liées à l'activité minière ont tout empoisonné. L'eau, les sols, la végétation. You will see the lots of trucks flowing around in the coalfields area with open coals, and you will see lots of fine dust in the air also, where the people are inhaling those dust and getting suffered from lots of dust pollution. So if you go through the mining areas, you will see the problem is that due to negligence of some of this the scientific method of mining, we are facing lots of dust pollution. The biggest in air pollution is the dust pollution, which also carries some minor amount of heavy metals also. The mine wastes which has been dumped beside all this mighty river Damodar, its Safi and other tributaries. So the direct impact on the water is especially the heavy metals and the dust pollution on the waters, and especially the heavy metals, which includes arsenic is there, lead is there, chromium is there, and zinc is there, nickel is there. So all these heavy metals are there in this Damodar, the mighty river. Earlier it was the lifeline of this area, but after the coal mining has started, it has become the dead river. And basically most of the people are suffering from
respiratory problems and cough, sneezing, snowphilia they are affecting. Few people said they have crossed the age of 55. So you can see the longevity of the people, because even the waters are contaminated. From the water they have lots of stomach diseases like diarrhea, dysentery, cholera. We are all responsible, because the people they think about first, they think about the money, and when they start thinking about the money, they will not think about the disaster. The government, the concerned organization, they are mainly thinking on the productions of the coal, because they have to show the benefit to the government. And the government, because there's always a conflict between the organization and the state government, the result is that the local people are suffering. Tout près de la route vit une autre communauté où seulement quelques membres subsistent, les Birors. Nomades, ils vivent de chasse et de cueillette. Leur habitat est fait de feuilles et de branchages. Ces petites huttes sont appelées tandas. Les accessoires ménagers consistent généralement en outils pour cuisiner, couper, chasser, capturer. Les Birors sont divisés en clans totémiques. Chaque clan est associé à un esprit protecteur. Bien qu'ils soient endogames, qu'ils ne se marient qu'entre Birors, ils ne peuvent toutefois épouser une personne du même clan, et ils suivent le principe de la dot. Animistes comme d'autres groupes Adivasi, ils vénèrent Singh Banga, qui dirige tout l'univers, et les Apram, les esprits des ancêtres. En partie forcés par les circonstances, certains d'entre eux sont devenus agriculteurs, mais beaucoup restent fidèles à leur mode de vie traditionnel. Ils se divisent donc en deux groupes distincts. Les nomades sont appelés les Outlous, les sédentarisés, les Djangis. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, le gouvernement a tenté à plusieurs reprises de les fixer en leur donnant des terres, du bétail et des outils. La mise en place d'écoles et de centres de formation ne fut pas suffisante. En dépit de tous ces efforts, les Birors continuent de poursuivre cette vie simple et nomade. Mais jusqu'à quand? Dans ce monde en transition, reste-t-il encore une place pour ces communautés, ailleurs que derrière les vitrines d'un musée? À Ranchi, la capitale de l'État, la vie s'organise sur d'autres rythmes. La proximité avec la nature est moins présente, les liens avec ceux restés au village plus détachés. La perception d'appartenance à un groupe ethnique a fini par devenir trouble et confuse. L'identité Adivasi perd chaque jour de son sens et de sa force. Literally, I don't know the meaning of hope, but it means to me is that it is live in forest. They are very old tribe. I think it is a counter. I always ask the older people, but some say that nature loving man. Some other opinion is that they say that man of the forest is one opinion of the older people. But truly I can't tell exactly what does it mean. Aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est pas de revendiquer le fait d'être un Haut ou un Munda, mais d'être moderne. Une autre conscience de soi émerge. Loin de la pression du groupe, on se construit en tant qu'individu et ce désir s'exprime au travers d'une envie de modernité
qui uniformise les repères identitaires. Nowadays, modern life has become very popular, and everyone wants to be modern. And I think there is a tradition disappearing, and people want to be modern, and they are forgetting their tradition, and they don't know how their traditions are. Like we wearing jeans, t-shirt, etc. shoes. Now in village we do not have such thing. Simple dhoti, kurta, etc. We are becoming modern. We are all neglecting the old traditions. Les jeunes générations ne revendiquent plus rien de ce passé millénaire. Nul ne veut mettre en avant désormais la fierté d'être particulier, c'est-à-dire en dehors du système hindou. La jeunesse affiche au contraire le souhait de s'y fondre en s'urbanisant. Être moderne, c'est s'intégrer à la nouveauté du monde. We have to go ahead and ahead. We can't stay 100 years back. It is necessary, but not in the cost of harming the nature and environment. Une transition est en marche. Même si l'envie prédomine de laisser derrière soi les croyances ancestrales, modernité et tradition se côtoient, se découvrent et s'apprivoisent, laissant à chacune le soin de trouver sa juste place.